L'illusion de la vérité dopée aux stéroïdes. C'est là où nous en sommes. Cela affecte les gens en Occident, au service des islamistes et des marxistes qui cherchent à détruire la civilisation occidentale. Une faille fondamentale de la psychologie humaine utilisée comme une arme à l'échelle mondiale. Une grande partie de cela est dirigée contre les Juifs. Mais cela pourrait maintenant nous servir. Je vais examiner comment cela façonne notre monde et influence la perception de la réalité et comment tout cela est lié à la fondation des États-Unis en ce week-end historique des 250 ans de l'indépendance. Trump comprend le concept. Il est un maître dans l'art de tirer parti des médias. 2 semaines après le mémorandum d'accord iranien, la vérité sur ce qui se cache derrière commence à émerger. Je vous l'ai dit à l'époque, patience. Inutile de tirer des conclusions hâtives ou de lancer des accusations. Beaucoup de choses importantes se jouent. Tout n'est pas connu. Dans cette guerre contre l'Iran, le champ de bataille crucial s'est en réalité déplacé. L'attention principale n'est plus tant sur les lignes de front militaires que sur la table des négociations, où les enjeux sont considérables. Nous assistons à une confrontation entre le concept stratégique islamique de taqiyya et l'art de la négociation de Donald Trump. 2 stratégies concurrentes, diamétralement opposées. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous connaissent la taqiyya, une stratégie de tromperie calculée sur le long terme. L'objectif est d'apaiser l'adversaire, de relâcher sa vigilance et de gagner du temps jusqu'à pouvoir l'amener à une soumission totale. Ensuite, il y a l'art du deal, qui repose sur des tactiques occidentales sophistiquées conçues pour trouver un levier, débloquer des impasses et obtenir le meilleur résultat pragmatique possible pour les 2 parties. Le président Trump a donné au régime iranien une opportunité historique de changer de cap. Il leur a offert une porte de sortie, un moyen de sauver quelque chose de concret face aux circonstances dévastatrices auxquelles ils sont actuellement confrontés. Cela, bien sûr, n'a pas été bien accueilli par beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup de prédictions apocalyptiques. Un camp négocie pour parvenir à un accord, l'autre camp manœuvre pour une victoire absolue. L'objectif actuel de l'Iran est de reconstituer ses capacités et ses groupes supplétifs qui menacent Israël. Leur objectif principal est d'affaiblir les acquis américains. Plus important encore, ils cherchent à semer la discorde entre Israël et les États-Unis. Dans cet effort, ils ont trouvé des alliés aux États-Unis même. Le problème, c'est que l'arrogance iranienne les a rendus aveugles à la réalité. Les circonstances sont bien plus complexes qu'ils ne l'imaginent. Ils étaient trop confiants dans le succès des mécanismes islamistes et marxistes, concentrant l'attention sur Israël et les Juifs, manipulant ce que les gens pensent savoir pour susciter l'animosité contre Israël et obtenir du soutien pour leurs objectifs. Trump et Netanyahou comprennent ces mécanismes et ont décidé de les utiliser contre les Iraniens. Alors que les Iraniens pensaient avoir le dessus, Trump leur a retiré l'emprise économique dont ils disposaient. Avec Israël, il a affaibli leur relais au Liban et, grâce à l'accord de paix, dans tout le Moyen-Orient, lors du sommet du secrétaire d'État Rubio avec les ministres arabes le week-end dernier. Je voudrais prendre un moment pour me concentrer sur cette montée de la haine dirigée contre les Juifs que nous connaissons actuellement. Ce n'est pas parce que la gauche progressiste woke et la droite conservatrice woke sont aussi stupides qu'elles en ont l'air. Ce n'est pas parce qu'ils n'utilisent soi-disant que 10% de leur capacité cérébrale. Il y a plus que ça. C'est une chose quand des personnes au faible QI régurgitent les absurdités qu'elles entendent autour d'elles. Mais quand nous voyons la même haine déversée par des intellectuels et des personnes autrement raisonnables qui semblent posséder et que beaucoup d'entre nous ont déjà constaté chez des gens que nous pensions bien plus intelligents, il est clair qu'il se passe autre chose. Voici l'effet de vérité illusoire, le phénomène psychologique où les gens perçoivent une information comme vraie simplement parce qu'elle est répétée fréquemment. Il sert aujourd'hui à influencer la perception du public sur Israël et le peuple juif. Le cerveau humain utilise la répétition comme raccourci pour juger de la validité d'une information. Les récits répétés contournent l'analyse critique, transformant les allégations en faits acceptés avec le temps. La répétition augmente la perception de validité même lorsque les gens savent dès le départ que l'information est fausse ou que la source de l'information est connue pour être douteuse. Vous avez entendu le dicton? Un mensonge peut faire le tour de la moitié du monde pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussures. La citation elle-même est un exemple de désinformation qui a circulé plus vite que la vérité. Ironie poétique. On l'attribue le plus souvent à Mark Twain, mais il ne l'a presque certainement jamais dite.
J'ai déjà évoqué l'idée que les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau. Elle est souvent répétée, comme le dicton selon lequel la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Ces deux affirmations sont fausses, mais beaucoup y croient. Quand une affirmation est répétée toute la vie, les gens finissent par confondre cette familiarité avec la réalité. Il en va de même pour ce que nous tenons pour des faits historiques, comme l'idée que Napoléon Bonaparte était très petit ou que les Vikings combattaient avec des casques à cornes. Nous l'avons tous vu dans des peintures, nous l'avons vu dans des films, et pourtant, encore une fois, aucune de ces choses n'est vraie. Napoléon avait en réalité une taille moyenne pour son époque, et les casques à cornes ont été inventés par des costumiers du 19e siècle. Un mensonge répété assez souvent n'est plus vérifié par votre esprit. Et bien qu'un mythe sur les casques vikings soit inoffensif, ce même biais psychologique est actuellement utilisé comme une arme par des acteurs mondiaux. Pour remodeler la géopolitique moderne, alimenter d'anciens préjugés et contrôler exactement ce que vous voyez sur votre fil d'actualité numérique. Nous aimons penser que nous sommes une génération plus évoluée. Nous vivons à une ère numérique hyper moderne, entourée de technologies, d'IA et d'un accès à l'information dont nos ancêtres ne pouvaient que rêver. Mais l'ère numérique n'est qu'une illusion de progrès. Sous les écrans et les algorithmes sophistiqués, notre cerveau n'a pas du tout changé. La psychologie humaine reste totalement vulnérable aux mêmes manipulations qu'on utilisait il y a des siècles. Historiquement, les modèles de propagande les plus meurtriers n'ont pas réussi grâce à une technologie supérieure. Ils ont réussi car ils ont exploité cette faille psychologique primitive. Joseph Goebbels et la propagande nazie l'ont codifié sous le nom de gros mensonges, utilisant la radio contrôlée par l'État et des caricatures haineuses pour saturer la vie quotidienne et normaliser la haine des Juifs. Derrière le rideau de fer, le ministère soviétique de la propagande utilisait des slogans répétitifs et des manuels modifiés pour réécrire la réalité historique. Même les entreprises en Occident ont compris le procédé. Les grandes entreprises du tabac ont réussi à retarder les réglementations sanitaires, non pas en prouvant que les cigarettes sont sûres, mais en répétant inlassablement une seule phrase. Plus de recherches sont nécessaires. Et la voici à nouveau. Aujourd'hui, l'effet de vérité illusoire est massivement exploité contre Israël et le peuple juif, amplifié par la technologie moderne à travers des cadres spécifiques et très répétés. Certains termes très stigmatisants comme apartheid, génocide ou colonisateur sont systématiquement associés au mot Israël. À travers les algorithmes des réseaux sociaux, les titres d'actualité et les slogans de manifestation, tout cela s'accompagne d'un flot constant d'allégations non vérifiées. Tout cela jusqu'à ce que l'association devienne automatique dans la conscience du public. À cela s'ajoutent des sociétés qui ont été conditionnées pendant des générations par ce qu'on leur a dit sur les Juifs, et vous avez ainsi le recyclage des stéréotypes classiques. Les théories du complot historique, telles que la double loyauté, le contrôle caché de la finance mondiale ou la manipulation des médias, ne sont pas inventées de toutes pièces. Au lieu de cela, elles sont constamment reformulées, mises à jour pour les contextes politiques modernes et répétées jusqu'à ce qu'elles paraissent plausibles au grand public. La résurgence de vieux clichés antisémites sous couvert de critiques politiques modernes. Les propagandistes actuels n'ont plus besoin d'un monopole radiophonique d'État pour contrôler ce que vous entendez. Aujourd'hui, il existe des fermes de bots financées par l'État. La Russie, l'Iran, la Chine, le Qatar, tous ont automatisé l'apparence de vérité. Ils déploient d'immenses réseaux de bots pour tweeter, publier et commenter exactement le même récit des millions de fois par heure. Ils font du micro-ciblage, découpant le public en poches démographiques et leur servant des mensonges personnalisés déguisés en opinions locales, soi-disant spontanées. Ils saturent votre fil d'actualité d'un flot rapide et continu de mensonges contradictoires pour fatiguer votre esprit. Le paysage médiatique est passé du papier au pixel, mais la bataille pour votre esprit repose toujours sur la plus vieille ficelle qui soit, la répétition. Le bruit que vous entendez sur votre fil numérique est aussi une illusion d'échelle. Les voix radicales qui dominent les commentaires en ligne ne représentent qu'une minorité bruyante. Ils ne sont pas la majorité, ce sont des fermes à trolls et des chambres d'écho algorithmiques, des bots et quelques ratés désœuvrés. Sous le bruit numérique, la grande majorité des gens à travers l'Europe et les États-Unis observent la scène mondiale actuelle et voient la réalité très clairement. Ils savent que ce à quoi Israël est confronté n'est pas un conflit localisé et lointain.
C'est la ligne de front d'une menace commune envers le tissu même de la société libérale occidentale. Les gens comprennent aujourd'hui que les mêmes forces radicales qui tentent de déstabiliser le Moyen-Orient sont fondamentalement hostiles aux libertés, aux valeurs et à la sécurité de l'ensemble du monde libre. Comme je l'ai dit, un mensonge peut faire la moitié du tour du monde pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussures. La vérité a maintenant chaussé ses souliers. Les gens sont conscients des manipulations et des mensonges. Et cela nous amène au point essentiel. Les mensonges exigent un entretien constant et agressif. La vérité suit son cours naturel. Elle n'a pas besoin d'algorithme pour respirer. Le simple volume de l'attaque numérique est la preuve de leur désespoir. Il doit crier parce qu'il ne peut pas tenir debout tout seul. L'histoire montre qu'on peut utiliser la psychologie comme arme un temps, mais on ne peut pas vaincre la réalité. La vérité n'a pas besoin de crier pour survivre à la tempête. Elle doit simplement endurer. Et les États-Unis en sont un exemple vivant. Mais avant d'en arriver là, je voudrais jeter un œil aux événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient cette semaine. L'Iran et le Liban restent au cœur de l'actualité, tandis que Gaza évolue en arrière-plan. Israël et le Liban ont atteint un cadre d'entente, sous médiation des États-Unis, qui nous permet d'avancer vers la fin du conflit dans le but d'aboutir à un accord de paix entre les deux pays. Avec cet accord, les États-Unis et le Liban ont reconnu le droit d'Israël de maintenir la zone de sécurité à l'intérieur du Liban aussi longtemps que cela sera nécessaire pour notre sécurité. Nous la maintiendrons jusqu'à ce que le Hezbollah et les autres groupes terroristes soient désarmés et qu'Israël ne soit plus menacé depuis le Liban. Israël et le Liban se sont mis d'accord sur 2 zones adjacentes près de la ligne jaune, actuellement sous contrôle israélien, recommandées par les FDI, où un programme pilote sera mis en place pour désarmer le Hezbollah et transférer le territoire sous le contrôle de l'armée libanaise. Ce qui a été signé est essentiellement un accord de paix avec le Liban. Il n'y a plus de revendications mutuelles. Il n'y a pas de déclaration conjointe exprimant un désir de vivre en paix. Le gouvernement libanais a préféré s'éloigner du concept de paix et se concentrer sur l'aspect pragmatique consistant à débarrasser la région de ces éléments qui ont sapé la stabilité de leur pays pendant des années. Pendant ce temps, Israël a continué d'éliminer l'infrastructure terroriste du Hezbollah, les bunkers, les tunnels et les positions des éléments terroristes. Il est essentiel de se souvenir que la paix n'est pas l'objectif d'Israël. Notre objectif est la sécurité de nos citoyens dans le nord d'Israël et l'élimination de la menace. Et c'est cela qui créera la paix. Dimanche, les FDI ont détruit le passage souterrain découvert à Majd al-Zoun, dans le sud du Liban, l'un des principaux centres d'opération du Hezbollah dans le secteur ouest. Il s'agissait d'un complexe souterrain fortifié utilisé par des organisations pour stocker des armes, y compris des drones, des ogives et des explosifs. Une puissante explosion a été entendue dans le nord d'Israël dimanche soir à la suite de cette opération. Et pendant ce temps, à Gaza, Israël démantèle discrètement les installations terroristes du Hamas et élimine un à un les terroristes impliqués dans l'attaque du 7 octobre discrètement et loin des projecteurs. La ligne jaune, qui détermine la position d'Israël, avance lentement alors que le Hamas refuse de se désarmer en violation de l'accord de cessez-le-feu. Nous contrôlons donc maintenant plus de 80% de cette zone. Dans un entretien accordé à la chaîne 14 d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué les menaces croissantes visant la Turquie. Netanyahou a souligné que la montée de la Turquie dans la région découle directement de l'affaiblissement de l'axe chiite mené par l'Iran. Il a tenu à préciser un point clairement. Israël ne sera pas non plus dissuadé par l'axe des frères musulmans. Le Premier ministre a fait remarquer que le président turc Erdogan parle continuellement de Jérusalem et de la destruction d'Israël. Et il a déclaré qu'Erdogan a oublié un fait fondamental. L'Empire ottoman a disparu depuis longtemps. Aujourd'hui, l'État d'Israël se dresse, résilient, doté d'une armée puissante, d'un peuple uni et d'un gouvernement déterminé qui ne permettra plus jamais à quiconque de menacer notre existence. Je cite, « Il ferait mieux de se calmer », a déclaré Netanyahou, affirmant qu'Israël a déjà prouvé exactement de quoi il est capable. Mais il ne s'agissait pas que d'avertissements. Le Premier ministre a laissé entendre que d'importantes manœuvres en coulisses pourraient bientôt aboutir à des accords de paix historiques avec d'autres pays, sans donner plus de détails. Le commentateur israélien Rafi Haddad a publié cette semaine une analyse intéressante sur le protocole d'accord entre Israël et l'Iran.
Alors que de nombreux analystes craignent que l'Iran ne joue habilement la montre, Haddad soutient qu'en réalité, Téhéran est tombé directement dans un piège magistralement coordonné par Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Si vous vous souvenez, je vous ai dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que le fait que Netanyahou ne se précipite pas à Washington pour rencontrer le président signifie que tous les deux sont parfaitement alignés sur leurs intentions. Quoi qu'il en soit, revenons à l'analyse de Haddad. La section 5, dit-il, du mémorandum d'entente oblige l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz et à retirer les mines marines dans un délai de 30 jours. L'Occident profite de cette fenêtre pour sécuriser le transport maritime, reconstituer les réserves de pétrole et faire baisser les prix de l'énergie. Haddad note que lorsque l'Iran a récemment cherché à tâter le terrain en lançant des drones contre un porte-conteneurs dans le golfe Persique, pensant que l'accord intérimaire leur garantirait l'immunité, le commandement central des États-Unis a répondu par des frappes aériennes immédiates et dévastatrices sur les missiles côtiers et les sites radars. Trump tolérera le théâtre politique, mais il ne permettra à personne de toucher au transport maritime mondial ou au portefeuille des électeurs américains. Pendant ce temps, sur le front libanais, Haddad met en avant l'ingéniosité stratégique de la nouvelle cellule de déconfliction. En maintenant Israël complètement en dehors du comité officiel, les États-Unis et Israël ont parfaitement joué la routine du bon et du mauvais flic. Les mains d'Israël restent entièrement libres de toute contrainte diplomatique. Israël reste solidement implanté dans la zone de sécurité du sud du Liban, libre de démanteler le Hezbollah avec une légitimité absolue. Le président Trump s'assoit comme médiateur calme, faisant face aux Iraniens et leur lançant un ultimatum direct. Je veux empêcher une guerre, mais les Israéliens sont en dehors du comité. Ils sont imprévisibles et ils anéantiront votre programme nucléaire si vous ne remettez pas entièrement votre uranium enrichi. Haddad souligne que dans moins de 2 mois, lorsque le délai de 60 jours expirera, l'Iran découvrira que le temps qu'il pensait avoir gagné a en réalité été utilisé pour lui retirer tous ses atouts de négociation. Ils se retrouveront exposés avec un Hezbollah affaibli, un golfe Persique sécurisé et aucune intervention de la Chine. Téhéran sera confronté à un choix binaire brutal, abandonner complètement ses ambitions nucléaires ou faire face à une dévastation militaire totale et sans restriction de la part de la puissance combinée des États-Unis et d'Israël. Lorsque j'ai dit à Rafi que je citerais ses publications, en lui envoyant la traduction anglaise pour qu'il confirme que j'avais bien résumé ses idées, il m'a en fait envoyé une autre analyse qu'il pensait que vous trouveriez tous intéressante, car elle relie tous les événements entre eux. Haddad souligne qu'Israël et les États-Unis sont en train de créer activement une réalité complètement nouvelle, un nouveau Moyen-Orient, à la fois sur le plan économique et structurel. Il fait remarquer que, pendant que le reste du monde a les yeux rivés sur les troupes au sol, le véritable piège qui se tisse en ce moment est un filet énergétique qui se referme discrètement autour du portefeuille iranien. C'est une nouvelle équation énergétique du Moyen-Orient. Selon l'analyse de Haddad, lorsque les Américains ont poussé l'Iran à accepter la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban, ils ont ouvert la voie à une immense révolution énergétique en Méditerranée. Pour la première fois dans l'histoire, le Liban a la possibilité de se transformer d'une zone d'investissement à haut risque en un pays stable avec un véritable avenir économique. Avec l'influence iranienne complètement éliminée, les grands groupes énergétiques mondiaux peuvent entamer le forage commercial de gaz naturel le long de la côte libanaise, opérant juste à côté des plateformes israéliennes actives. Haddad soutient qu'il s'agit d'un coup dévastateur sur 2 fronts pour Téhéran. Ces pipelines sont conçus pour se connecter directement aux réseaux d'approvisionnement européens et régionaux via Chypre et la Grèce. C'est la manœuvre économique mondiale qui isole définitivement l'Iran du marché. Cela fait baisser le prix du baril de pétrole à des niveaux qui étouffent complètement le budget de défense du CGRI, transformant la vision de prospérité régionale en un filet de sécurité financier et énergétique imparable. La conclusion de Haddad est la suivante. Les Iraniens pensaient qu'ils négociaient au sujet de l'uranium enrichi. Ils se sont rendus compte trop tard qu'ils avaient en réalité abandonné leur emprise sur le gaz du Liban, ce même gaz qui étouffe leur portefeuille et les coupe définitivement de Beyrouth. Alors, avant de conclure aujourd'hui, je voulais prendre un moment, comme promis, pour revenir sur l'événement historique que nous célébrons ce week-end. Les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance.
J'ai parlé plutôt de bicentenaire plus 50 parce que ce week-end, nous célébrons aussi le 50e anniversaire de l'opération Entebbe, lorsque, le jour du bicentenaire des États-Unis, il y a 50 ans, les forces israéliennes ont parcouru 2204 miles, soit 3550 km depuis Israël, pour sauver 120 otages israéliens détenus par des terroristes arabes lors d'une opération audacieuse. C'est devenu une légende. Les frappes aériennes cette année, d'ailleurs, contre l'Iran, la distance était moins de la moitié de celle entre Israël et l'Ouganda. Nous vivons à une époque où il est courant de remettre en question les institutions de la société libérale occidentale. Mais si vous voulez comprendre comment une nation a réussi à bâtir une forteresse durable de liberté individuelle, une forteresse qui a brisé le cycle des tyrannies anciennes, il faut regarder les fondations posées par les pères fondateurs des États-Unis. Ils n'ont pas construit l'Amérique sur le sable mouvant des modes politiques du moment. Ils l'ont bâti sur le roc d'une vérité ancienne et immuable, la Bible. Vous pouvez en voir la preuve physique coulée dans le bronze. 25 ans avant la naissance des États-Unis, une cloche fut commandée pour la State House de Philadelphie. Gravée directement sur le métal de ce que nous appelons aujourd'hui la cloche de la liberté, on trouve une citation directe du livre du Lévitique, chapitre 25, verset 10. Proclamer la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Dans son contexte biblique d'origine, ce verset ordonnait l'année du jubilé, un temps sacré de renouveau systémique où les dettes étaient annulées, les esclaves devaient être libérés et la dignité inhérente de chaque individu était restaurée sous Dieu. Les fondateurs ont reconnu une vérité essentielle. Les gouvernements humains n'accordent pas les droits humains. Si les droits viennent d'un roi, d'un président ou d'un parlement, alors un roi, un président ou un parlement peut les retirer. Mais si notre liberté nous est conférée par notre Créateur, elle devient absolue, sacrée et intouchable. Tous les hommes sont créés égaux. C'est cette compréhension profonde et biblique de la valeur humaine qui a permis à une nouvelle nation d'émerger comme un phare de la liberté et un leader du monde libre. 250 ans plus tard, les outils de la tromperie sont peut-être plus avancés, mais le fondement de notre liberté reste identique. La vraie liberté ne dépend pas des algorithmes ni des fils d'actualité. Elle est maintenue lorsqu'une société s'ancre en Dieu et en sa vérité intérieure selon laquelle chaque être humain est né pour être libre. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Et comme Abraham Lincoln l'a si bien dit, il y a 87 ans. Il nous appartient plutôt d'être ici, dévoués à la grande tâche qui reste devant nous. Que le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ne disparaisse pas de cette terre. Joyeux 250e anniversaire, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que la liberté résonne. Je suis Daniel Seaman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine dans l'émission Straight Up, depuis les studios Jana à Jérusalem, en Israël.